l'actualité de ce samedi, Ali Bongo Ondimba en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire hier. Le président gabonais a eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les deux présidents ont bien sûr évoqué des questions de coopération bilatérale. Plus de 200 kg de viande de brousse saisie et incinérée à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Il s'agit là du respect des consignes sécuritaires et sanitaires en prévention du virus Ebola. Le monde entier célèbre aujourd'hui la lutte contre la maladie de Parkinson. Quelles sont les causes de cette affection? Existe-t-il un traitement et quel est l'état des lieux en Côte d'Ivoire? Des réponses dans ce journal. Et au Mali, c'est la fin du suspense depuis hier soir. La composition du nouveau gouvernement a été officiellement annoncée. Il comprend 31 ministres contre 35 précédemment, avec seulement 8 femmes. C'est l'heure du journal, vous êtes sur RTI 1 et vous faites bien. Il a effectué une visite éclair de 24 heures en Côte d'Ivoire. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a regagné son pays hier. Pendant son bref séjour en terre ivoirienne, il a eu un tête-à-tête avec le président ivoirien. Le point de la coopération bilatérale entre les deux pays au centre des échanges. Le reportage est signé Jérôme Kofi Abolin. Il a tenu à rencontrer le président Alassane Ouattara ce vendredi 11 avril 2014. Il l'a fait. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire en fin de matinée. L'entretien entre les deux illustres personnalités a duré environ 3 heures d'horloge. Une visite qui visiblement a fait plaisir au président Alassane Ouattara en ce sens qu'elle s'inscrit dans le cadre des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Je voudrais, au nom des membres du gouvernement qui sont là et au nom de tous mes compatriotes, saluer et remercier le président Ali Bongo Ondimba qui a bien voulu faire ce déplacement pour venir nous voir et nous saluer, prendre de nos nouvelles. Et je lui ai dit que les choses allaient de mieux en mieux et que je me portais bien. Et nous avons bien évidemment parlé de la situation dans nos pays respectifs, dans les deux régions, la coopération bilatérale et bien évidemment également les questions relatives au continent et les questions qui concernent la politique au niveau universel. Une visite brève, c'en est une, mais une visite très riche si l'on en croit le président de la République du Gabon. Comme le président l'a indiqué, il était quand même normal que je puisse m'enquérir de la santé de notre grand frère et puis un grand Africain. Et profitant de cela, vous vous doutez bien que nous avons parlé un petit peu des questions concernant nos deux pays, concernant nos régions. Pour un jeune président comme moi, il est aussi bon de pouvoir rechercher les conseils, surtout en matière économique et financière, vous vous en doutez, que peut m'apporter le président qui est reconnu comme avoir une expertise mondiale à la matière. Et surtout pour nous, ce qui est très important, c'est mettre du sens, un contenu dans la relation Sud-Sud à laquelle nous croyons fermement. Et la Côte d'Ivoire et le Gabon se veulent des champions de la coopération Sud-Sud, veulent montrer l'exemplarité à ce niveau-là, mais surtout dans une approche qui est purement pragmatique. Nous sommes des hommes pragmatiques, les belles déclarations, c'est bien, mais il faut donner un vrai sens et un vrai contenu. Pour la brièveté de cette visite, Ali Bongo Ondimba a dit sans vouloir, mais le président gabonais a promis de se racheter avec une visite d'État très prochainement. Sauf cas de force majeure, cette visite aura lieu dans 4 mois, précisément dans le mois de juillet prochain. Un peu plus de 7 milliards de francs CFA, c'est le budget alloué aux prochains Jeux de la francophonie de 2017. Après Nice en 2013, c'est Abidjan, la capitale économique ivoirienne, qui va les accueillir. Le Premier ministre ivoirien a signé le cahier de charge de cette organisation à Paris, à Lydia Rassouba. 3 ans avant l'échéance des 8e Jeux de la francophonie prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017, les bases d'une organisation réussie de l'événement ont été jetées ce mardi dans la capitale française. Dans les locaux de l'Organisation internationale de la francophonie OIF au cœur de Paris, Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre de Côte d'Ivoire et Clément Duhem, administrateur de l'OIF, ont signé le cahier de charge de ces 8e Jeux sous les yeux du secrétaire général de l'OIF, Abdou Diouf. Un document contenant les axes stratégiques et les termes de référence de ce rendez-vous culturel
carrefour d'un véritable brassage entre les francophones du monde entier. Pour une organisation d'une telle dimension, le chef du gouvernement ivoirien, par ailleurs président du Comité national d'organisation des Jeux de la francophonie, Abidjan 2017, rassure quant à la disposition de l'État à tout mettre en œuvre pour réussir le pari. La Côte d'Ivoire est consciente que le défi d'organiser ces 8e Jeux de la francophonie est certes immense, mais il est à notre portée et l'ambition du chef de l'État et du gouvernement est de faire de ces Jeux une occasion de célébrer l'excellence, la diversité, la solidarité, la paix et la cohésion sociale. C'est d'ailleurs parce que nous croyons fortement et fermement que la cohésion sociale et la paix sont fortement tributaires de l'économie que nous voulons faire de ces Jeux un projet structurant de développement économique et social pour accompagner la grande vision du président Alassane Ouattara qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La dynamique de croissance, de progrès et de réalisation des grandes infrastructures socio-économiques dans laquelle la Côte d'Ivoire s'est engagée devrait lui permettre de disposer d'atouts réels pour offrir un cadre propice à l'organisation de ces Jeux, afin certes de favoriser les performances sportives, mais surtout de sceller l'amitié et la fraternité entre toutes les composantes de la jeunesse francophone. La Côte d'Ivoire, depuis longtemps, et Monsieur le Premier ministre, vous en avez été témoin, puisque c'est vous qui avez été, avec le président Ouattara, le guide de cette équipe qui a gagné, a souhaité ces Jeux. Elle s'est battue pour avoir ces Jeux. Elle a montré justement l'une des 3 thématiques de ces Jeux, l'excellence, qui permet d'obtenir ces Jeux. Ces Jeux sont un moment très important pour la francophonie, non pas pour le budget qui est investi, mais pour ce qu'ils représentent. Ces milliers de jeunes qui vont converger vers Abidjan pour essayer de montrer le meilleur en matière culturelle ou en matière sportive. La culture et le sport, Monsieur le Premier ministre, pour la réconciliation nationale, pour cette paix retrouvée, pour cette démocratie qui est de plus en plus apaisée. Qu'est-ce que de plus merveilleux que la culture et le sport pour permettre justement aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens et au monde entier de voir que justement la Côte d'Ivoire a retrouvé cette voie qui lui permet de regarder son avenir avec optimisme. L'Organisation internationale de la francophonie et le Premier ministre ivoirien ont dit leur volonté de faire de ces Jeux un événement festif et populaire destiné à renforcer la cohésion sociale de la Côte d'Ivoire. Les valeurs retenues pour ces Jeux sont la solidarité, la diversité et l'excellence. Le budget conventionnel retenu, 11,5 millions d'euros, soit un peu plus de 7 milliards de francs CFA. Les précédents Jeux de la francophonie, Nice 2013, avaient coûté, eux, 10 millions d'euros, un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Et le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, à la tête d'une forte délégation, est depuis mercredi à Washington, aux États-Unis. Il prend part aux assemblées annuelles FMI, Banque mondiale. Au programme du Premier ministre, une série de rencontres avec les décideurs des institutions financières et hommes d'affaires en vue de promouvoir davantage la destination Côte d'Ivoire. La correspondance de notre envoyé spécial, Ali Dirasouba. Après Paris, le Premier ministre et sa délégation ont pris la direction de Washington. Dans la ligne de mire, les réunions de printemps FMI Banque mondiale 2014. Arrivé dans la ville mercredi, Daniel Kablan-Duncan s'est aussitôt mis au travail le lendemain. Dans la matinée de ce jeudi, il a d'abord reçu en audience à son hôtel l'ambassadeur Michael Battle, ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union africaine sur le leadership, avec qui les perspectives du prochain sommet États-Unis-Afrique, prévu en août prochain, ont été abordées. Nous devrons donc échanger avec les États-Unis sur la qualité des relations actuelles et comment améliorer ces relations donc à l'avenir, à la fois au niveau commercial, au niveau des investissements, notamment la présence plus accrue des entreprises américaines sur la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Battle nous a parlé aussi de ce sommet qui va avoir lieu ici donc à Washington entre le 5 et le 6 août 2014. Et disons que sommet auquel donc, le président Alassane Ouattara a été invité. Dans l'après-midi, les mairies de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, aptes à accueillir des investissements avec un environnement des affaires amélioré, ont été présentés à une centaine d'hommes d'affaires membres du Corporate Council on Africa. C'était à la faveur d'un forum autour du thème « Now is the time to invest in Africa », pour ainsi dire qu'il est temps d'investir en Afrique, donc en Côte d'Ivoire. 2 rencontres tout aussi importantes ont également vu la participation du Premier ministre ivoirien
D'abord, une réunion avec la vice-présidente exécutive de la MIGA, l'agence multilatérale de garantie des investissements, Keiko Honda. La structure a en charge l'assurance contre les risques politiques et de crédit du groupe de la Banque mondiale. Et au niveau donc du groupe de Paris, c'était engagé donc à financer pour 700 millions de dollars. Et quand on a fait le point, et donc c'était notre sentiment, ils ont déjà financé les 700 millions de dollars parce que c'est sur la période 2012-2015. Mais déjà donc à fin 2013, nous avons déjà utilisé la totalité des montants parce qu'il y avait le financement du pont Henri Conan-Bédier, le financement donc notamment donc de Foxtrot, plus un troisième projet qui ont déjà consommé la totalité. Notre souhait, c'est que bien sûr ils interviennent davantage. Et notre souhait, c'est qu'ils doublent ce montant sur la période 2012-2015. Dernière rencontre, la troisième table ronde ministérielle sur les filets sociaux. Ce vendredi matin, le chef du gouvernement ivoirien a reçu en audience Jean-Pierre Lemierre, conseiller du groupe bancaire français BNP Paribas. Le but ultime de toutes ces rencontres de lobbying, annoncer la reconstruction de la Côte d'Ivoire qui, bien évidemment, ne saurait occulter l'appui des grandes puissances de ce monde. Revenons en Côte d'Ivoire pour ce bilan positif de la Direction générale des impôts. Au titre des 3 derniers mois, un écart positif de 25 milliards de francs CFA réalisé. Pascal Abina invite donc ses agents à redoubler d'efforts pour atteindre le 1,588 milliards de francs CFA attendu à la fin de l'exercice 2014. Francis Boifo. Sur un objectif de 275 milliards, qu'on nous demandait, à la fin du mois de mars, nous avons réalisé 300 milliards. Nous avons, on peut le dire, un écart positif de 25 milliards. Bonne nouvelle certes, mais beaucoup reste à faire pour les 3 mois à venir, dira le directeur général des impôts, Pascal Abina. C'est 466 milliards qu'il faut faire au deuxième trimestre. C'est les instructions que j'ai données à tous les services. Il n'est pas question de connaître des moins-values au risque de mettre en péril le fonctionnement régulier des institutions de l'État. Cette année, la Direction générale des impôts prévoit de mobiliser plus de 1588 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. Budget qui s'élève à 4248 milliards de nos francs. Le pays attend beaucoup de la Direction générale des impôts. Donc, ce que j'invite nos collègues des impôts à faire, c'est de redoubler d'efforts en matière de collecte des impôts. Le séminaire bilan organisé à la suite des 3 mois d'exercice par la Direction générale des impôts est une occasion pour les responsables d'agences de relever les difficultés rencontrées et de mettre en place de nouveaux mécanismes. Objectif, réaliser un effort supplémentaire de recettes de 25 milliards de francs CFA sur les 466 milliards de nos francs attendus au deuxième trimestre à la demande du Fonds monétaire international FMI. Journée spéciale hier en Côte d'Ivoire. Le 11 avril marque les 3 années de la fin de la crise post-électorale dans le pays et aussi l'arrestation de l'ex-président Laurent Gbagbo. Le RDR et principalement les enseignants du parti se souviennent. Ils ont organisé une table ronde au siège du parti. Hamza Diaby. 11 avril 2011, 11 avril 2014. Voilà 3 ans que prenait fin la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Une crise qui aura fait plusieurs victimes. Une crise, un souvenir douloureux que seule la justice permettra de supporter. Les victimes et les parents des victimes ont droit, eux aussi, à la vérité et à la justice. Réconciliation, d'accord, mais justice d'abord. J'entends dire depuis un moment qu'il y aurait une justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire. C'est une vision manichéenne visant à propager le complexe pernicieux selon lequel les vaincus seraient des victimes innocentes et les vainqueurs des bourreaux. C'est un procès en sorcellerie qui n'a aucun fondement. Quand il y a eu le procès de Nuremberg, qui a parlé de justice des vainqueurs? Personne. La notion d'équilibre n'a pas sa place dans le domaine de la justice. Force est de constater que malgré tout le mal qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens, nos frères et sœurs du FPI
sont inaccessibles au remords. Devoir de mémoire, devoir d'écriture, le 11 avril est le syndrome de la pieuvre ivoirienne ou la question de l'identité dans la crise post-électorale. Voilà quelques sujets au centre des échanges entre universitaires, intellectuels et enseignants du Rassemblement des Républicains. 3 ans après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, l'on se souvient. Tous les Ivoiriens ont vécu, ont souffert dans l'âme, de façon psychologique, de façon morale. Et même ils ont perçu les souffrances dans leur subconscient. Et puis le 11 avril, c'est à la fois un moment d'apocalypse, mais également un moment de libération. Nous disons que l'histoire que nous avons vécue n'a pas besoin de se répéter. Et c'est pour nous aujourd'hui un moment de recueillement, de souvenir pour dire aux Ivoiriens que plus que jamais, nous devons épouser la paix. Face à cet événement récent de la Côte d'Ivoire, le RDR décide d'écrire l'histoire de cette période. Les membres du parti ayant à l'esprit que si vous ne dites pas ce que vous êtes, les autres diront ce que vous n'êtes pas. Et puis, le collectif des victimes de cette crise post-électorale réclame l'assistance de l'État. Ils souhaitent voir leur dignité et leurs droits au cœur de la politique gouvernementale pour une paix véritable dans le pays. Ben Touré et Hamza Diaby. 11 avril. Une date désormais historique pour la Côte d'Ivoire. Ce 11 avril 2014 marque la commémoration de la chute de l'ancien régime et la fin de la crise post-électorale. C'est ce vendredi qu'a choisi le CVCI, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, devant autorités religieuses et chefs traditionnels pour crier ces difficultés à l'État de Côte d'Ivoire. Nous, les victimes, nous avons été éprouvés. Que parmi les victimes blessées, nous avons déjà enregistré 5 décès. Il y a 3 victimes qui ont assisté à la commission de crimes, ils n'ont pas pu supporter. Mentalement, ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, ils ont perdu la mémoire. En attendant la réaction de l'État, les victimes de la crise post-électorale bénéficient du soutien de la Division des droits de l'homme pour les Nations Unies. Nous ne ménagerons pas d'efforts, en tout cas jusqu'à présent, l'ONUCI, dans ses différentes composantes en ce qui la concerne, à chaque fois que c'est possible, apporte conseil, appui aux différentes initiatives nationales. 11 avril 2011, 11 avril 2014, 3 ans déjà. Mais pour les victimes, cette période sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire est une plaie fraîche et profonde. Moi-même, j'ai perdu 2 enfants. Le 29, nous tous on a couru et ils s'en vont dormir Saint-Laurent. Saint-Laurent, ils viennent ici dans la journée. Alors ils sont venus les tuer dans la maison. Des souvenirs certes douloureux, une page lourde et pleine de traumatismes, mais que les victimes entendent bien tourner. Pour l'heure, elles ne souhaitent qu'être restaurées dans leurs droits pour une Côte d'Ivoire sincèrement réconciliée. Les membres du comité consultatif de la famille définissent les axes de réflexion afin d'élaborer une politique nationale de la famille. Ils ont rencontré pour cela le ministre de la Famille, Anne-Désirée Ouloto, et c'est un reportage de Gabriel Zani. Quand la société est malade, elle tire son mal de la famille. Les raisons des maux dont souffrent les familles ivoiriennes durant ces dernières années sont nombreuses. Aujourd'hui, on assiste au phénomène des enfants de la rue, les problèmes de communication au sein des couples qui entraînent les divorces. Ajoutez à cela les pesanteurs traditionnels des funérailles, le surendettement des fonctionnaires avec le phénomène des usuriers appelés dans le jargon ivoirien les margouillas. Ce jeudi, la ministre de la Solidarité a rencontré les membres du comité consultatif national de la famille CCN pour discuter de toutes ces questions. Les délégués du CCN souhaitent qu'au terme de leurs travaux, leurs propositions soient prises en compte par le gouvernement. Les parents aussi, ils ont démissionné, l'école a démissionné, tout le monde a démissionné. Nous voulons de l'État de nous aider à réformer l'école. Que doit être la famille? Les délégués du CCN ont reçu la mission de mener une démarche participative avec les familles et dégager les pistes de réflexion pour impulser les politiques gouvernementales en la matière. Il est important aujourd'hui que les problèmes vécus par la société tout entière, mais surtout par les familles, donc soient discutés, soient partagés avec le gouvernement, à l'effet donc de produire un document qui nous permettra, n'est-ce pas, qui permettra au gouvernement
d'adresser de façon définitive et durable les problèmes des familles en Côte d'Ivoire. Le comité consultatif national, organe de la Commission nationale de la famille, se réunit une fois par an pour faire le point des actions. Ces travaux vont servir à rédiger le document de la politique nationale de la famille. Parlons santé, environ 200 kg de viande de brousse viennent d'être saisis par la direction régionale des eaux et forêts de Yamoussoukro. Cette grande quantité de viande de brousse a été incinérée. Il s'agit ainsi de suivre les mesures préventives et sécuritaires contre la propagation de la fièvre Ebola. Brahima Doumbia. À Yamoussoukro, ce sont plusieurs animaux, dont des rats, des agoutis, des biches, des gazelles, des antilopes, des serpents et des hérissons, interdits de chasse, de vente, de consommation et de manipulation par le gouvernement ivoirien dans le cadre des mesures de prévention contre la fièvre Ebola qui ont été saisis par les hommes du lieutenant-colonel Ake Abroba Jérôme, directeur régional des eaux et forêts, lors d'une mission conjointe menée avec l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, depuis la capitale politique ivoirienne jusqu'à la région du Moronou voisine. Le préfet de la région du Bélier, André Ekonon Assoumou, a souligné que c'est par respect des principes de précaution que ordre a été donné pour mener des actions tangibles dans les restaurants et maquis et au niveau des chasseurs. Il a félicité par ailleurs le directeur régional des eaux et forêts, Ake Abroba, et ses hommes pour leur engagement à faire en sorte qu'au niveau de la prévention, la chasse et la consommation du gibier soient interdites. Et pour lutter contre ce virus particulièrement virulent et contagieux, Kinshasa offre son expertise à Conakry. L'épidémie s'est déclarée depuis quelques semaines en Guinée-Conakry avec déjà 137 cas, dont 86 décès. Les pays voisins renforcent donc le dispositif de surveillance pour protéger leur population. Le virus s'étant déjà propagé au Libéria et en Sierra Leone. Ce 12 avril marque la journée mondiale de lutte contre la maladie de Parkinson. Elle se manifeste principalement par un tremblement des mains, une lenteur des mouvements et une rigidité des membres. Quel est l'état des lieux en Côte d'Ivoire? Réponse du professeur Bert Assi du service neurologie du CHU de Cocody dans ce reportage de Eve Boué et Edouard Delazer. La maladie de Parkinson est liée à la destruction d'une partie de la base du cerveau. Elle se manifeste principalement par 3 signes. La maladie de Parkinson, on peut dire que c'est une maladie qui a un rapport avec un vieillissement prématuré de certaines structures qui sont dans le cerveau. Et ces structures contrôlent le mouvement automatique. On a essentiellement 3 principaux signes. On a le tremblement, ce que tout le monde connaît, la raréfaction des mouvements automatiques. Ça porte un nom, une akinésie. Et le 3e signe, c'est la raideur, qui fait que la personne aura les bras pliés. À ce jour, des traitements existent et permettent d'améliorer la vie des malades, mais la guérison n'est pas encore totale. Le traitement, en fait, avec le développement, il y a ces substances qui sont fabriquées. Comme elles sont devenues rares, on essaie de suppléer. Ça, c'est le traitement symptomatique. On va donner des substances qui vont essayer de combler le déficit. On est obligé de continuer ce traitement puisqu'on ne peut pas remplacer les cellules. En Côte d'Ivoire, les données concernant cette maladie ne sont pas encore maîtrisées. Les études sont hospitalières et on essaie de voir la fréquence de cette pathologie dans l'ensemble des malades qu'on voit. 0,5, 1% de nos consultations. La journée mondiale de lutte contre la maladie de Parkinson est instituée le 12 avril de chaque année, et cela en hommage à l'anniversaire de James Parkinson, le médecin qui a découvert cette pathologie. Direction la région de la Bagoué dans le nord de la Côte d'Ivoire. Elle est sensibilisée au bien fondé du recensement général de la population et de l'habitat lancé par le gouvernement ivoirien. Et c'est une initiative du ministre des TIC, Bruno Koné. Le reportage de Edouard Delazer. Le recensement général de la population et de l'habitat, édition 2014 en Côte d'Ivoire, est une nécessité pour tous les Ivoiriens. Les populations de la Bagoué, région située dans le nord de la Côte d'Ivoire, en font déjà une priorité. Le ministre de la Poste,
des technologies de l'information et de la communication, Bruno Koné Nabagné, fils de la région de la Bagoué, a au cours de cette rencontre exhorté les cadres et élus locaux à s'impliquer dans la sensibilisation pour la réussite de l'opération dans leur localité. Donc il est bon, à travers ce recensement-là, qu'on sache combien de populations il y a, comment ces populations-là se répartissent, et cela va permettre de mieux déterminer ce qui manque en termes d'infrastructures, en termes d'écoles, en termes de maternité, d'hôpital, de routes, d'adduction d'eau potable. À l'endroit des cadres et de l'ensemble des populations, c'est de se faire recenser. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, Ibrahim Ba, a saisi également cette occasion pour expliquer les avantages socio-économiques de cette opération qui se déroule chaque 10 ans en vue de connaître le nombre de la population ivoirienne pour la planification efficace des actions de développement. Après 2 heures d'échange, les populations se réjouissent de l'initiative. Il y avait un manque de place dans la salle. La population de la Bagoué avait soif d'information. Et bien sûr, comme on l'a dit, c'est vraiment des éléments d'appréciation, de développement. Les 3 recensements qui sont déjà passés de mon vivant, je me suis fait recenser avec toute ma famille et il n'y a aucun doute, nous allons tous nous faire recenser et nous allons faire une sensibilisation au niveau des populations de nos villages. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat a démarré le 17 mars dernier. Plus de 30 000 agents recenseurs ont investi toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour le recensement des Ivoiriens. Le Centre national de para et téléenseignement a 50 ans, occasion de revenir sur le fonctionnement de ce centre après un demi-siècle d'activité et surtout d'envisager sa modernisation. Serge Gangoma, Franck Quadio. Les cours du soir peuvent aboutir à un emploi stable et bien rémunéré contrairement aux idées reçues. L'exemple d'un chef de service de la MUGEFSI l'illustre bien. J'ai fait le cursus normal et après la classe de 3e, je n'ai pas eu mon BPC, j'ai été envoyé. Donc j'étais obligé de me rabattre au CNPTE. Ça m'a enrichi vraiment beaucoup. Aujourd'hui, grâce au CNPTE, en tout cas, je suis en activité, je suis fonctionnaire. Et chef de service aujourd'hui à la Mutuelle générale des fonctionnaires agents de l'État. Le Centre national de para et téléenseignement CNPTE forme depuis 1964 des apprenants qui n'ont pas eu la chance de poursuivre les cours. Des cours dispensés par des enseignants diplômés d'État. Nous refusons catégoriquement l'appellation Akpani, qui voudrait dire chauve-souris, parce que selon certains, nous faisons les cours la nuit. Nous sommes au même titre que les autres collègues qui font les cours du jour. Et tenez-vous bien, l'année dernière, nous avons eu le meilleur pourcentage au bac. Le CNPTE entend aujourd'hui se mettre à l'ère des TIC, un vœu exprimé au cours de la célébration du 50aire du centre par son directeur Kwa Ounyan. Le CNPTE ne dispose pas de local, les cours sont donc dispensés au collège moderne du Plateau. Le syndicat national des inspecteurs et conseillers du secteur de l'éducation-formation en Côte d'Ivoire a tenu un congrès consultatif. L'élection du secrétaire général, un des points principaux de la rencontre. Cynthia Saoré, Franck Quadio. Les droits des travailleurs en ligne de mire des activités du syndicat des inspecteurs et conseillers du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire. Ce syndicat, créé depuis 1 an, veut, avant l'action sur le terrain, consolider les bases. Première activité, le toilettage des textes. Nous avons les conseillers et inspecteurs qui se retrouvent pour créer un syndicat. Il faut rappeler qu'à la faveur de l'application du profil de carrière, et ces promotions sont sorties pour ce qui est de l'INGS en 2012 et pour ce qui est de l'INSAC et l'ENS en 2013. Des travaux en commission et un secrétaire général élu, Diaby Baba, inspecteur de l'enseignement supérieur, est choisi. Les grandes priorités qui nous attendent, faire la promotion du corps des inspecteurs et des conseillers. Ensuite, nous allons implanter le syndicat qui vient de naître à travers ces démembrements que sont les sections, à travers toute la Côte d'Ivoire. Ensuite, nous allons lutter pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des inspecteurs et conseillers. Et enfin, nous allons, sur le plan social, contribuer à un tant soit peu à l'amélioration des conditions de vie. L'inspecteur et conseiller d'éducation et formation était auparavant nommé. L'exercice de cette fonction se fait maintenant par voie de concours et ce depuis 2010.
La journée internationale de la liberté de la presse, c'est pour le 3 mai prochain. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire prépare déjà l'événement. La présidente par intérim a lancé les activités préparatoires. Herman Yamia. Les manifestations marquant les festivités commémoratives de la journée internationale de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire vont s'étaler sur 4 journées, du mercredi 30 avril au samedi 3 mai. Ces journées, selon le président du comité d'organisation, seront meublées par plusieurs activités, notamment une conférence inaugurale sur le thème « Liberté de presse et développement en Côte d'Ivoire, quel enjeu pour la Côte d'Ivoire en période préélectorale ». En plus de cette conférence inaugurale, il y aura également des conférences débats, des tables rondes et des panels. Le clou de ces manifestations sera la procession qui va partir de Fraternité Matin jusqu'à la maison de la presse. Tout ceci couronné par la remise des prix du concours des caricaturistes, qui est la grande innovation cette année. Le thème est la sécurité des journalistes. Donc le lauréat de ce concours-là retrouvera donc son prix, ici même à la maison de la presse, et ce prix apporte le nom de Désiré Oué, qui est notre confrère qui a été tué l'année dernière par des bandits. L'objectif de cette journée est, entre autres, d'attirer l'attention des gouvernants sur l'importance de la liberté de la presse, parce que le respect de la liberté de la presse demeure un indicateur de bonne gouvernance et un facteur important de promotion du développement d'un pays. Or, la Côte d'Ivoire, qui occupait le 96e rang en 2013, est un rang déjà pas honorable à dégringoler à la 101e place en 2014 sur 180 pays. Au dernier classement des Reporters sans frontières, il s'agit donc, à travers ces manifestations, d'impliquer davantage les journalistes dans la sensibilisation des gouvernants sur l'importance du respect de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire, qui se veut un pays émergent à l'horizon 2020. Nouveau talent, le concours de détection de scénaristes initié par la RTI vient de livrer ses résultats. Sur 163 scénarios reçus, 2 ont été choisis. Ils sont intitulés respectivement Vengeance ou Conscience et Radiotop. Les 2 lauréats vont bénéficier d'un encadrement de la RTI pour la production de leurs films. Et c'est la fin du suspense à Bamako, la capitale malienne. La composition du nouveau gouvernement a été annoncée hier vendredi, une semaine après la nomination de Moussa Mara au poste de Premier ministre. La nouvelle équipe ministérielle est composée de 31 membres contre 35 précédemment, avec seulement 8 femmes. Les priorités de ce nouveau gouvernement sont la sécurité et la réconciliation. Et voilà, c'est sur ces images du nouveau gouvernement malien que nous vous disons au revoir. Merci d'être resté avec nous sur RTI 1 et très bon week-end.